Bien, nous allons commencer. Bonsoir, mesdames, messieurs. Notre troisième séquence aujourd'hui de ce cours. Première heure, donc. Le 27 janvier dernier, reprenant le problème de la liberté, entendu comme liberté de vouloir ce que je veux, au-delà de la définition standard de la liberté comme liberté de faire ce que je veux, problème dont la théorie leibnizienne de l'inclination non nécessitante, discutée par Roderick Chisholm dans Human Freedom and the Self, est censée être la solution. Le 27 janvier dernier, donc, j'ai fait suivre une lettre adressée le 19 décembre 1707 par Leibniz à Pierre Coste, le traducteur de Locke. Depuis, cette lettre est arrivée. Je l'ouvre donc avec vous. Elle contient l'énoncé du problème de la liberté comme vouloir, ou, si vous préférez, comme liberté de choisir ce que l'on veut. Lorsqu'on se propose un choix, écrit Leibniz, par exemple, de sortir ou de ne point sortir, c'est une question. Si, avec toutes les circonstances internes ou externes, motifs, perception, disposition, impression, passion, inclination prises ensemble, je suis encore en état de contingence, ou si je suis nécessité de prendre le choix, par exemple, de sortir. C'est-à-dire, si cette proposition véritable est déterminée en effet, et effectivement déterminée, dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirais de sortir, si cette proposition donc est contingente ou nécessaire. La lettre de Leibniz à Coste contient aussi ce qui, tant pour Leibniz que pour Chisholm, est la solution du problème posé. La volonté n'est pas nécessitée absolument par les motifs, car ceux-ci, y compris nos désirs, désirs compris, du moins dit Chisholm à certains moments, incline sans nécessité. Incline without necessitating. Peut-être dans la plupart des cas, écrit Chisholm, les conditions effectives où interviennent nos désirs sont telles qu'elles nous nécessitent à agir, mais il est aussi possible de dire avec Leibniz qu'à d'autres moments, nos désirs inclinent sans nécessité. Il suffit, en somme, d'une seule fois pour que nous soyons libres. Si dans notre vie, ne serait-ce qu'une fois, nous n'avons pas été nécessités à agir, alors c'est que nous sommes libres. C'est assez vraisemblable, comme on ne demande pas l'impossible, être libre une fois. En tout cas, que signifie incliner sans nécessité ? La question n'est pas de simple érudition, elle est centrale. Il y a deux manières d'y répondre. On peut inscrire la formule dans le réseau dense, extraordinairement maîtrisé que constituent les thèses de Leibniz sur la liberté. En donner une vue structurale en surplomb, pour ainsi dire, cartographique, c'est possible et c'est indispensable. On peut aussi descendre dans le détail d'un texte précis, suivre la pensée de Leibniz au travail, avant de l'admirer dans son résultat. Laissant de côté un instant la lettre à Coste, nous ferons ici les deux choses en nous appuyant sur deux textes.
Le premier pour poser le paysage d'ensemble, le second pour en visiter certaines parties. Dans les deux cas, nous graviterons autour de la définition que Leibniz donne de la liberté, telle, dit-il, qu'on la demande dans les écoles théologiques, entendez par là, telle qu'elle est objet de questionnement, de doute, de dubitation et de demande, donc, dans les écoles théologiques. Donc, telle qu'on la demande dans les écoles théologiques, du vieux français, dans le paragraphe donc 288 des Essais de Théodicée, est telle, dit-il, qu'il l'a fait voir. Je cite, « Nous avons fait voir, écrit Leibniz, que la liberté telle qu'on la demande dans les écoles théologiques consiste dans l'intelligence qui enveloppe une connaissance distincte de l'objet de délibération, dans la spontanéité avec laquelle nous nous déterminons et dans la contingence, c'est-à-dire dans l'exclusion de la nécessité logique ou métaphysique. » Définition remarquable de ce que le paragraphe 302 de la Théodicée appelle les conditions de la liberté, dont les deux premières, intelligence et spontanéité, sont empruntées à Aristote, et la troisième, l'indifférence, est demandée par les scolastiques et doit être admise. Si, écrit Leibniz, l'indifférence signifie autant que contingence, donc si indifférence et contingence sont synonymes, ce qui, dit-il, est le cas. Alors ça, c'est la définition générale autour de laquelle nous graviterons. Je commence maintenant par le premier texte, celui qui va nous donner un paysage d'ensemble, la vue de surplomb que j'évoquais tout à l'heure au commencement. Le premier texte donc, que je vais regarder avec vous, c'est le système, disons, de la liberté que Leibniz a exposé lui-même en deux versions, toutes deux de sa plume, n'est-ce pas? L'une en latin, sous le titre précis De Libertate, vers 1692, l'autre en français, en traduction française, mais de lui, n'est-ce pas? Donc enrichi en fait de quelques précisions et explications supplémentaires. Je retiens de ces deux textes les premiers éléments et je les retiens dans leur articulation originale en latin et en français, et je vais indexer chacun de ces éléments et les numéroter chacun d'entre eux, L pour Leibniz, 1, 2, 3, etc., ou L pour liberté, après tout c'est encore mieux, L pour liberté, voilà, la liberté, 1, 2, 3. Donc pour pouvoir plus facilement m'y référer par la suite, sans plus tarder, je commence par les trois premiers énoncés de ce système de la liberté. Nous n'allons pas tout lire, je me contente de mettre en relief la phrase qui me paraît à chaque fois devoir être retenue et soulignée effectivement. Donc, la liberté est une spontanéité jointe à l'intelligence. Ce sera liberté 1. Deuxièmement, on appelle spontané ce qui n'est ni nécessaire ni contraint. Entre parenthèses, ceci est aux yeux de Leibniz un principe aristotélicien et Leibniz tire d'Aristote la définition du spontané, est spontané ce qui a son principe dans l'agent, ce dont le principe est dans l'agent. Spontaneum est cuius principium est in agente. Donc spontanément, il faut entendre ça au sens où on disait en latin, il a fait ça de lui-même, librement. On disait sua sponte.
spontanément. Donc. Alors, ce que l'on fait librement, au sens de ce que l'on fait en étant le principe et même en ayant en soi-même le principe de ce que l'on fait, eh bien, cela ne peut être ni nécessaire ni contraint. On enchaîne donc sur contingent. On appelle contingence ce qui n'est point nécessaire, certes, ou ce qui est la même chose, voilà l'explication intéressante pour nous, dont l'opposé est possible, n'impliquant aucune contradiction. Retenez cela, hein, et contingent, ce dont l'opposé n'implique aucune contradiction. Donc une proposition P, par exemple, sera contingente si non P n'implique aucune contradiction. Contraint est ce dont le principe vient de dehors. Bon, ceci fonctionne en couple, si je puis dire, avec la définition qu'on a donnée de spontané. Et on a enfin la définition de ce qui est indifférent. Il y a indifférence lorsqu'il n'y a pas plus de raison pour l'un que pour l'autre. Veux-tu... Bon. C'est un bon résumé de l'indifférence, hein, pourquoi il n'y a pas plus de raison de le faire que de ne pas le faire. On pourrait appeler ça bof, n'est-ce pas? Mais bon, il y a indifférence lorsqu'il n'y a pas plus de raison pour l'un que pour l'autre. Sans cela, il y aurait détermination. On serait déterminé à telle partie plutôt qu'à telle autre, plutôt que de dire précisément bof. Toutes les actions des substances singulières sont contingentes, car on peut montrer qu'en cas que les choses se fissent autrement, il n'y aurait aucune contradiction pour cela. Donc, dans ces trois lignes, on a distingué indifférence, détermination, et on a mis en pratique la notion de contingence qui nous permet de dire que dans toutes les substances singulières dont nous sommes, on peut montrer que les actions que nous accomplissons sont contingentes au sens où si nous avions fait le contraire, il n'y eût pas eu pour autant contradiction en cela. On passe à 6 et 7. Il y a toujours une raison qui nous incline plutôt à l'un qu'à l'autre, puisque rien n'arrive sans raison. Alors, ceci est évidemment le principe absolument fondamental de la philosophie de Leibniz que chacune et chacun connaît. Rien n'est sans raison, nihil est sine ratione. Et ici, c'est rien n'arrive sans raison, car il y a toujours une raison qui nous incline plutôt à l'un qu'à l'autre, hein, dit Leibniz. Donc nos actions sont déterminées et jamais indifférentes. Il est vrai que ces raisons ne sont pas nécessitantes, puisqu'elles ne font que nous incliner, hein, et ne détruisent point la contingence ni la liberté. Alors, on a vu ce qu'était l'indifférence, on a vu ce qu'était la contingence, on a vu ce qu'était la détermination. On voit que nous n'agissons jamais sans qu'il y ait une raison qui nous incline à faire ceci plutôt que cela, hein. Mais pour autant, nous ne sommes pas nécessités absolument à le faire. La contingence et la liberté demeurent, pas supplémentaires, la liberté d'indifférence est impossible. Ça, c'est le point extrêmement important aussi. Elle ne se trouve nulle part, la liberté d'indifférence, pas même en Dieu. Pourquoi? Eh bien, pour une raison qui va avec le principe de raison suffisante évoqué tout à l'heure et qui est le principe du meilleur,
à savoir que Dieu lui-même est toujours déterminé à faire le meilleur et qu'il est déterminé par lui-même à faire le meilleur. C'est donc que le principe qui fait qu'il est déterminé à faire le meilleur est interne à Dieu et il ne subit évidemment aucune contrainte en cela. Les créatures sont dans le même cas, elles sont toujours déterminées par des raisons internes ou externes. Pas de liberté d'indifférence. Et enfin, L8 et L9, plus les substances sont déterminées par elles-mêmes, on vient de voir que c'était le cas de Dieu, et éloignées de l'indifférence, plus elles sont parfaites. Et maintenant, L9, qui va nous éclairer sur ce que peut bien être cette détermination qui fait que plus nous sommes déterminés à faire ceci plutôt que cela, plus nous sommes libres, eh bien, c'est que ce qui détermine l'homme à faire ceci plutôt que cela est la raison, hein, ou plus exactement, que plus on agit suivant la raison, plus on est libre. Moins on agit selon la raison, moins on est libre. Autrement dit, plus on agit selon ses passions, suivant ses passions, plus on est serf, plus on est asservi, plus il y a de servitude. Plus nous agissons suivant la raison, plus nous agissons selon les perfections de notre propre nature, puisque nous sommes animal raisonnable, doué de logos, et à mesure que nous nous laissons emporter par les passions, nous sommes esclaves des choses externes qui nous font pâtir. C'est dans le Scoli où Leibniz résume en 3 paragraphes l'ensemble des points que nous venons de voir là, que la traduction française de Leibniz de son propre texte latin ajoute un paragraphe tout à fait remarquable et que je tiens à mettre sous vos yeux. Donc il y a trois scolies que j'ai indiqués par S et 1, 2, 3. Nous ne voyons que le 1 et 3. Toutes les actions sont contingentes ou sans nécessité, mais aussi tout est déterminé ou réglé, et il n'y a aucune indifférence. Elles approchent d'autant plus de la perfection divine qu'elles ont moins besoin d'être déterminées par dehors. 3e point. Qu'est-ce que la liberté ? Voilà ce qu'ajoute la traduction française, un point qui n'avait pas été évoqué jusque-là, et qui va nous permettre de faire entrer en scène un des personnages les plus célèbres de l'histoire de la philosophie, un âne. Contentons-nous donc d'une liberté souhaitable et approchante de celle de Dieu, qui nous rend les plus disposés à bien choisir, non pas choisir n'importe quoi, et à bien faire, non pas faire n'importe quoi sans raison. Et ne prétendons pas la liberté dommageable, donc n'aspirons pas, ne demandons pas cette liberté dommageable, pour ne pas dire chimérique, d'être dans l'incertitude. Incertitude signifie la non-détermination. Certitude, certitudo, à l'époque, signifie détermination. Quelque chose de certain, c'est quelque chose de déterminé. Donc, d'être dans l'incertitude et dans un embarras, c'est-à-dire une hésitation perpétuelle, comme cet âne de Buridan, fameux dans les écoles, qui étant placé à distance égale entre 2 sacs d'avoine et n'ayant rien qui le déterminât d'aller à l'un plutôt qu'à l'autre, se laissa mourir de faim. Nous allons évidemment, il s'agit de philosophie médiévale, nous allons parler de l'âne de Buridan, mais laissons l'âne pour le moment à son abouli. Il attend, nous le retrouverons. Ce n'est pas Pégase, il ne risque pas de s'envoler. Passons plutôt à notre second texte. Allons au détail. Voyons ce que signifie incliner sans nécessité. Alors, ouvrons les nouveaux essais sur l'entendement humain, cette mise en dialogue critique de l'essai sur l'entendement humain de Locke. Donc, les nouveaux essais sur l'entendement humain de Leibniz
sont une mise en dialogue de critique de l'essai sur l'entendement humain de Locke. Commençons donc par relire le paragraphe 8 du livre 2, chapitre 21, intitulé « De la puissance et de la liberté », où Leibniz introduit la formule, dans le dialogue serré, que tiennent les deux personnages de son dialogue, donc la formule inclinée sans nécessité, les deux personnages de son dialogue, Philalèthe, qui est le porte-parole de Locke, et Théophile, qui est son propre représentant ou son double. Il y a deux sortes de liberté, une liberté qui regarde l'entendement et une qui regarde la volonté. Cette dernière est ce qu'on appelle la liberté de l'arbitre, plus connue sous le nom de libre arbitre. Bon. La liberté de l'arbitre qui fait que, quelle que soit la force des mobiles intellectuels ou autres qui agissent sur la volonté, qui pressent la volonté, l'acte volontaire reste contingent. C'est cette contingence qui est censée expliquer la théorie de l'inclination non nécessitante. Théophile dit ceci, « Dieu seul est parfaitement libre », donc le porte-parole de Leibniz, les esprits créés ne le sont qu'à mesure qu'ils sont au-dessus des passions, et cette liberté regarde proprement notre entendement. Elle est due à notre entendement, elle a trait à notre entendement, elle se rapporte aux raisons, aux bonnes raisons d'agir que nous propose ou nous représente l'entendement. Mais la liberté de l'esprit, opposée à la nécessité, regarde la volonté nue, et en tant qu'elle est distinguée de l'entendement, la volonté prise en elle-même. C'est ce qu'on appelle le franc arbitre, ou libre arbitre, et consiste en ce que l'on veut que les plus fortes raisons ou impressions que l'entendement présente à la volonté n'empêchent point l'acte de la volonté d'être contingent et ne lui donne point une nécessité absolue ou pour ainsi dire métaphysique. Donc, vous voyez, pas plus que les passions ne nous submergent et ne nécessitent nos pauvres esprits à aller dans un sens plutôt que dans l'autre. De même, eh bien, quelle que soit leur force, les raisons que l'entendement présente à la volonté ne nécessite pas la dite volonté d'une manière absolue ou pour ainsi dire métaphysique. C'est dans ce sens que j'ai coutume de dire que l'entendement peut déterminer la volonté suivant la prévalence des perceptions et raisons d'une manière qui, lors même qu'elle est certaine et infaillible, déterminée et infaillible, incline sans nécessité. Il faut s'arrêter sur ce texte et avant de l'analyser, en redonner brièvement le contexte, car c'est un véritable cours de philosophie scolastique que nous offre Leibniz. Au paragraphe 6 du dialogue, Philalèthe, donc, le porte-parole de Locke, a rappelé la distinction des deux facultés de l'âme, entendement et volonté. Il a exprimé la crainte que les descriptions ou définitions qu'on en donne n'ait fait venir à plusieurs personnes l'idée confuse qu'il y a autant d'agents qui agissent directement en nous qu'il y a de facultés en nous. C'est ce que j'avais appelé, la fois précédente, la théorie des deux agents. S'il y a en nous deux facultés qui agissent, eh bien ce sont elles qui sont les agents, et il y a deux agents en nous. Nous ne sommes pas les agents de nos propres actes. Donc Théophile, qui tient le rôle du bibliothécaire omnivore, n'est-ce pas, dévorant toute chose, tout ce qui se lit, que fut 40 ans durant Leibniz, au service de la maison de Hanovre. Leibniz était bibliothécaire, il y a eu deux grands bibliothécaires dans la maison de Hanovre, ils n'ont pas choisi les plus nuls, puisque ça a été Leibniz et l'autre célèbre est Lessing. Donc, on peut avoir des bibliothécaires moins doués. Aujourd'hui encore, on visite à Wolfenbüttel la maison de Lessing, et c'est une des très belles choses à voir en Allemagne.
En tout cas, Théophile, donc, qui tient le rôle du bibliothécaire omnivore, fait une mise au point philologique, historique. La question des deux facultés, dit-il, a beaucoup occupé les écoles, qui lui ont consacré deux questions fondamentales. Voici ces questions. Première question, le statut de la distinction réelle ou non entre l'âme et ses facultés. Donc entre l'âme et par exemple l'entendement et la volonté. La distinction entre l'âme et ses puissances et ses facultés est-elle réelle ou pas? Deuxièmement, alors réelle, c'est-à-dire comme entre deux choses. Deuxième question, qui est très proche de la première, le statut de la distinction, réelle ou non, entre les facultés elles-mêmes. Est-ce que l'entendement et la volonté se distinguent comme deux choses? Il rappelle, Leibniz, que deux sectes se sont opposées sur ces deux points. Les réaux, comme il dit, RE accent aigu AUX, les réaux, qui soutenaient la distinction réelle, et les nominaux qui la rejetaient. Donc nous retournons ici dans un nouveau rôle, les reales et les nominales du séminaire de 2014, l'année dernière. Notez au passage le mot français de réaux, utilisé par Leibniz au lieu de réaliste. Leibniz qui fait une discrète allusion à la querelle des universaux, précisément donc le sujet de séminaire de l'an dernier, en rappelant que la même question de la différence ou distinction réelle, n'est-ce pas, a été agitée sur la réalité de plusieurs autres êtres abstraits, dit-il, entendez les universaux, susceptibles de suivre la même destinée. Il n'est pas nécessaire de reprendre ce dossier, dit Leibniz. Même si certains l'ont fait. Donc c'est toujours... C'est les promesses de Gascon. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de Gascon dans la salle, mais non, et puis bon, évidemment, on va le faire. Donc il n'est pas nécessaire de reprendre ce dossier, et évidemment, on le rouvre dans la seconde qui suit. Certains l'ont fait, dit-il, en l'occurrence Simon Bishop, plus connu ou pas tellement plus connu, sous le nom de Episcopius, Simon Episcopius, 1583-1643, qui est donc, comme je l'indique ici, une des figures importantes du courant des remontrants, c'est-à-dire ces théologiens néerlandais, disciples d'Arminius, donc Arminius qui est, imaginez le père spirituel de l'arminianisme, la doctrine anti-calviniste de la prédestination, les arminiens auxquels s'attaque Johnson Edwards, le théologien américain, cité par Chisholm. On aura l'occasion de revenir sur ces gens dans une prochaine séance. Donc, en tout cas, Episcopius a, même si il faudrait laisser de côté le dossier, a quand même un mérite insigne, c'est de soulever un point, une difficulté, qui correspond à ce que j'appelle le problème des deux agents, n'est-ce pas? Episcopius soutient que si les facultés de l'âme sont des êtres réels et distincts, donc s'il y a une distinction réelle entre, par exemple, entendement et volonté, la liberté de l'homme sera ruinée, car il y aura en lui deux agents. À la rentrée, si je puis dire, nous repartirons sur le thème célèbre de « Il y a deux hommes en moi ». Pour le moment, contentons-nous de deux agents et circulons. Il y a donc le problème des deux agents qui est posé par Episcopius et qui, effectivement, est posé par Locke, qui est posé par Leibniz et qui demande une solution. Leibniz, sans répondre puisqu'il vient de dire c'est pas la peine d'y revenir, mais il y revient quand même, dit que deux êtres réels distincts, donc deux entités réelles distinctes, réellement distinctes, ne font pas deux agents réels distincts. Pourquoi?
Eh bien parce que précisément, dans le cas précis, ce ne sont pas les facultés qui agissent, mais les substances au moyen des facultés. Donc une seule substance, l'âme, qui agit au moyen de deux facultés qu'elle a. Quand même ces deux facultés seraient réellement distinctes, elles ne feraient pas deux agents distincts, il n'y a en tout et pour tout qu'un agent. Donc la distinction de l'entendement et de la volonté n'implique pas la théorie des deux agents. Vous n'êtes pas double parce que vous avez un entendement et une volonté. Bon, on peut discuter ça, hein, précisément on y reviendra à la rentrée. En tout cas, comme le laisse entendre Philalèthe au paragraphe 8, c'est la théorie de Locke, c'est la théorie de Leibniz, c'est l'homme qui est libre. Aussi longtemps donc, qu'il a la puissance de penser ou de ne pas penser, aussi longtemps qu'il a la puissance de mouvoir ou de ne pas mouvoir, hein, conformément à la préférence ou au choix de son propre esprit. Donc cette déclaration de Philalèthe reprend exactement la thèse de Locke que nous avions vue à la précédente séance. Locke qui affirmait que toutes les actions dont nous avons quelque idée se réduisent à ces deux-là, mouvoir et penser. Et Locke qui, c'est l'affirmation centrale de son essai, évoqué dans le cours du 27 janvier, Locke qui affirme que c'est l'homme et pas la volonté qui est libre. Alors, Théophile est d'accord, donc il ne va pas s'opposer à cela, mais il répond en élargissant un peu les perspectives, en donnant le contexte, en explicitant les choses. Il répond, et donc c'est le contexte immédiat de la théorie de l'inclination non nécessitante, il répond que le terme de liberté est fort ambigu. Et il propose, pour désambiguiser ce terme, liberté, une série de distinctions, dont celle qui nous intéresse le plus ici pour le moment, la distinction entre la liberté de faire et la liberté de vouloir. C'est la difficulté autour de laquelle nous tournons depuis le début. Voici ce qu'il dit. Alors vous voyez que j'ai intitulé cette planche « Liberté de droit, liberté de fait et liberté de faire ». Il va nous falloir distinguer liberté de fait et liberté de faire. Il faut distinguer liberté de droit. Alors, c'est moi qui parle, mettez ça en latin, entendez de iure. Et liberté de fait ou du fait, comme le dit Leibniz en français, et entendez en latin de facto. Pardon. De iure, de facto. Le terme de liberté est fort ambigu. Il y a liberté de droit et liberté de fait. Suivant celle de droit, un esclave n'est point libre. Et un sujet ne l'est pas entièrement. Ici, sujet a évidemment le sens de subditus, de soumis, de sujet de Sa Majesté. Un sujet ne l'est pas entièrement. Mais un pauvre est aussi libre qu'un riche. Nous pourrions discuter ce point, mais bien, c'est assez compliqué comme ça. Il y a deux variétés de liberté de facto. Liberté du fait. Donc pas la liberté juridique, mais la liberté du fait. Alors, la puissance de vouloir comme il faut, liberté de facto, la puissance de vouloir comme il faut, et deuxièmement, la puissance de faire ce qu'on veut. La puissance de faire ce qu'on veut est certainement ce qui vous vient en premier lieu à l'esprit quand on vous demande qu'est-ce que la liberté. J'ai dit que c'était la définition standard, faire ce que l'on veut. C'est de fait la réponse obvie. Eh bien, cette puissance de faire ce qu'on veut est ce que l'on appelle, dit Leibniz, la liberté de faire. Donc la liberté de faire est une des deux variétés de liberté de facto,
distincte de la liberté de jure. Quelques caractéristiques maintenant de la liberté de faire. La liberté de faire a des degrés. On est plus ou moins libre. J'avais eu cela, armacorde, comme on dit chez Fellini, au bac. Peut-on être plus ou moins libre? Et j'avais répondu sans Leibniz. Donc, on peut avoir le bac sans Leibniz, mais enfin, c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir sans Leibniz. Après, il faut s'y mettre. Donc là, la liberté de faire a ses degrés. Ces degrés sont en fonction des moyens dont on dispose. Généralement, celui qui a plus de moyens est plus libre de faire ce qu'il veut. Bon, là, on rejoint un peu, n'est-ce pas, Challenge et un certain nombre de magazines économiques. La liberté de faire est avant tout une liberté d'usage. Elle consiste particulièrement dans l'usage des choses qui sont en notre pouvoir et surtout dans l'usage libre de notre corps, lequel est susceptible d'être borné ou entravé, alors par toutes sortes de choses. À l'époque, on ne concevait comme entrave à la liberté d'user, comme on l'entend de son propre corps, que la prison ou la maladie. La prison et les maladies qui nous empêchent de donner à notre corps et à nos membres le mouvement que nous voulons et que nous pouvons leur donner ordinairement dérogent à notre liberté. C'est ainsi qu'un prisonnier n'est point libre et qu'un paralytique n'a pas l'usage libre de ses membres. La liberté de vouloir, qui donc correspond au point 2.1 du dispositif, c'est la puissance de vouloir comme il faut, première variété de la liberté du fait de facto. La liberté de vouloir se subdivise à son tour en deux selon le type d'opposition dans lequel elle entre. Donc, la liberté de vouloir va entrer en opposition, c'est-à-dire voir se dresser en face d'elle à titre d'obstacle. Quoi donc? Premièrement, la contrainte interne, les passions, laquelle s'exerce dans ce que Théophile appelle l'usage de l'esprit. Et il y a comme deuxième obstacle possible l'opposition à la nécessité, donc est le type d'opposition dans laquelle donc, la liberté de vouloir est susceptible d'entrer, celle qui regarde la volonté nue, vous vous rappelez l'expression, autrement dit le franc arbitre distinct de l'entendement. Dans les deux variétés de liberté de facto, la liberté de vouloir et la liberté de faire, vous notez le recours à l'expression usage, liberté d'user de ce qui dépend de nous, ce que nous avons à disposition, ce que nous avons en notre pouvoir, y compris notre corps. Cela nous rappelle évidemment les pages de l'Alcibiade évoquées l'an dernier, dans le cours de l'an dernier, lorsque nous avions, le 24 juin, sauf erreur, lu ensemble quelques-uns des commentaires de Michel Foucault sur l'Alcibiade de Platon. Donc, cette liberté d'user, à laquelle je faisais allusion au début de l'année en rappelant la théorie du sujet tel que Foucault le dégage de sa lecture de l'Alcibiade comme sujet de l'usage, de la krésis précisément. Donc cette notion de l'usage nous rappelle aussi ce qui a été dit le 6 janvier, je vous invite à vous y reporter, sur la notion de sujet de la krésis chez Jean de Damas, ce qui fait le lien entre aujourd'hui, le 6 janvier, et l'année dernière. Un pas de plus dans ces allusions répétées à l'usage, et l'on trouverait ce qui articule le droit d'usage et le droit de propriété. Chez Thomas d'Aquin, comme le rappelle en effet Gilson,
reprenant des thèses de la somme de théologie, deuxième partie de la deuxième partie, donc la Secunda Secundae, question 66, article 1. Doué de raison et de volonté, l'homme est naturellement capable d'user des choses, et comme il ne saurait subsister sans en user, il a naturellement le droit de le faire. Pouvoir user d'une chose selon ses besoins, c'est en avoir la propriété. On ne peut donc pas concevoir de vie humaine possible sans ce minimum qu'est le droit à la propriété des biens nécessaires pour vivre. Bon, non, continuons, puisqu'après tout, pour compliquer philosophiquement les choses, vous pourrez, dans le secret de votre cabinet, vous demander ce que l'on peut mettre sous la catégorie de choses dont on use. Alors, pourtant, le droit de propriété est un droit naturel, à quoi l'on peut ajouter que c'est un droit sacré. L'homme n'est capable d'exercer sa domination sur les choses dont il fait usage que parce qu'il est doué de raison. Or, la raison est en lui l'image de Dieu. Le propriétaire suprême et absolu de la nature, c'est Dieu, qui l'a créé, mais il a fait l'homme à son image et ressemblance, capable par conséquent non de changer la nature à son gré, mais du moins d'en exploiter les ressources à son profit. Tenant d'une délégation divine le pouvoir d'user des choses ainsi mises à sa disposition, l'homme a le droit de le faire dans la juste mesure de ses besoins. Donc vous avez ici un problème d'écologie transcendantale, n'est-ce pas ? Mais aussi un problème qui pourrait regarder les animaux non humains et l'usage que nous en faisons, selon que vous les placez dans la catégorie de choses ou pas. Ce qu'une récente disposition légale donc, prise en France il y a quelques semaines vous interdirait normalement de faire. C'est dans l'analyse de la liberté en tant qu'opposée à la contrainte interne que Leibniz reprend des idées voisines de celles de Thomas d'Aquin, la capacité de s'élever au-dessus des passions, thèse qu'il attribue aux stoïciens. Donc, dans le premier sens de la liberté, la capacité de s'opposer à la contrainte interne, qui est la contrainte qu'exercent sur nous nos passions. Donc, dans le premier sens, les stoïciens disaient que le sage seul est libre, et en effet, on n'a point l'esprit libre. L'esprit libre, vous voyez que c'est bien la liberté de l'esprit qui est en cause. On n'a point l'esprit libre quand il est occupé d'une grande passion, car on ne peut point vouloir alors comme il faut, c'est-à-dire avec la délibération qui est requise. C'est ainsi que Dieu seul est parfaitement libre et que les esprits créés ne le sont qu'à mesure qu'ils sont au-dessus des passions. Et cette liberté regarde notre entendement qui est plus ou moins obnubilé par les passions. Le second sens est celui de l'extrait dont nous sommes partis, autrement dit le paragraphe 8 du livre 2, chapitre 21. Le problème philosophique qu'il pose est celui qu'il est censé résoudre. Plus exactement, c'est la solution à ce problème qui est le problème pour nous, comme on va le voir. L'idée même d'inclination non nécessitante que nous n'avons quand même toujours pas comprise. Le contenu ultime qui vaut pour Dieu et pour l'homme, et qui vaut pour l'homme parce qu'à l'évidence il vaut pour Dieu, c'est, et si vous comprenez ça vous avez tout compris, c'est le principe de la détermination par le meilleur, ou de la détermination au meilleur, se déterminer à ceci plutôt qu'à cela. Je me détermine au meilleur plutôt qu'au pire. Je fais le choix du meilleur plutôt que du pire. Bon, cette détermination par le meilleur est ce qu'on pourrait appeler un effet de la raison. Vernunfteffekt, disait un philosophe idéaliste du XIXe siècle, un effet de la raison qui, phénoménologiquement, se présente sous la forme de ce que Théophile appelle la prévalence des biens aperçus sur le mal et sur les maux. Soutenir
que la volonté de l'homme est déterminée par cette prévalence des biens sur les maux, du bien sur le mal, n'est-ce pas, d'abord totalement contrefactuel, mais je laisse ce point de côté, bon, n'est-ce pas, si tel est le cas, n'est-ce pas annuler la liberté? N'est-ce pas soumettre l'homme à la nécessité? Dire que la volonté de l'homme est déterminée par la raison au meilleur. La formule du paragraphe 49 des Nouveaux Essais, où Leibniz reprend la notion d'inclination non nécessitante, n'est-elle pas contradictoire? La distinction qu'elle met en œuvre entre nécessitant et déterminant n'est-elle pas qu'un écran de fumée? La raison déterminante, tout tourne autour de cela. Le choix, écrit Leibniz, de ce qui est bon, quelque déterminé que la volonté y soit par ce qui est le meilleur, ne doit pas être appelé nécessaire absolument et à la rigueur, c'est-à-dire en toute rigueur des termes. La prévalence des biens aperçus incline sans nécessité, quoique tout considéré, cette inclination, donc les Celtes n'ont rien à voir ici, c'est une faute de frappe, lisez CE2TE, cette inclination soit déterminante. On dit que les Bretons ont la tête dure, mais il n'y a aucune enfin, je ne sais pas quels sont les lapsus qu'elle a mis. Après tout, qu'est-ce que ça révèle? J'en sais rien. Quoique tout considéré, cette inclination soit déterminante et ne manque jamais de faire son effet. Donc une inclination déterminante qui ne manque jamais de faire son effet, eh bien, elle ne nous nécessite pas. De qui se moque-t-il? Avez-vous envie de dire? En parlant de Leibniz. Si l'inclination ne manque jamais de faire son effet, en quoi ne nécessite-t-elle pas? Dire raison déterminante, n'est-ce pas dire déterminisme? Philalèthe donne la réponse au paragraphe 50, et on l'a déjà vu, d'une certaine façon, dans le système de la liberté. Au contraire, être déterminé par la raison, c'est la liberté. Vouloir s'affranchir de la raison, ce serait vouloir la folie. Leibniz ne manque pas d'humour, n'est-ce pas? Ce que personne ne saurait vouloir, à moins d'être déjà fou. Exactement, j'entends qu'il y en a qui suivent les pensées de Leibniz, et qui donc me devancent dans la lecture que j'en fais. Être déterminé par la raison au meilleur, c'est être le plus libre. Quelqu'un voudrait-il être imbécile par cette raison qu'un imbécile est moins déterminé par de sages réflexions qu'un homme de bon sens? Si la liberté consiste à secouer le joug de la raison, les fous et les insensés seront les seuls libres. Mais je ne crois pas que pour l'amour d'une telle liberté, personne voulut être fou, hormis celui qui l'est déjà. La déraison n'est pas la liberté. La folie est malheureusement à la mode. C'est Théophile qui le dit, en quelques lignes qui, depuis les Nouveaux Essais, n'ont pas tout à fait perdu de leur actualité. Il y a des gens aujourd'hui qui croient qu'il est du bel esprit de déclamer contre la raison et de la traiter de pédante incommode. Je vois de petits livrets, des discours de rien qui s'en font fête, et même je vois quelquefois des vers trop beaux pour être employés à de si fausses pensées. En effet, si ceux qui se moquent de la raison parlaient tout de bon, ce serait une extravagance d'une nouvelle espèce, inconnue au siècle passé. Parler contre la raison, c'est parler contre la vérité, car la raison est un enchaînement de vérités. C'est parler contre soi-même, contre son bien, puisque le point principal de la raison consiste à la connaître et à la suivre. Revenons à présent à la lettre à Coste du 19 décembre 1707 et à la question du statut de la proposition
à laquelle Leibniz y ramène d'une certaine façon toute la discussion sur la nécessité ou la contingence des actions volontaires. Pour savoir si, étant donné un certain ensemble de circonstances internes ou externes, motifs, perceptions, dispositions, impressions, passions, inclinations, je suis nécessité à prendre le choix de sortir. Autrement dit, si dans la situation donnée où j'imagine que tout me pousse à sortir, savoir si donc je suis nécessité à prendre le choix de sortir, autrement dit, si dans la situation en question, je suis encore en état de contingence, Leibniz passe à ce que j'appellerais le niveau propositionnel. Il s'interroge sur le statut modal de la proposition P. Dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirais de sortir. La question que pose Leibniz, c'est la proposition P. Dans toutes ces circonstances prises ensemble, je choisirais de sortir. Est-elle nécessaire ou est-elle contingente? La réponse de Leibniz est que P est contingente. Pourquoi? Parce que la négation de P n'implique pas contradiction. Donc on met en pratique la définition de la contingence qu'on a vue dans le système de la liberté. Je vous rappelle donc le point que j'avais appelé liberté 5, que nous allons retrouver très vite, enfin raisonnablement vite. Donc on peut montrer que, vous voyez, donc toutes les actions des substances singulières sont contingentes, car on peut montrer qu'en cas que les choses se fissent autrement, il n'y aurait aucune contradiction pour cela. Le fait que, dans la situation considérée, je choisisse de ne pas sortir, plutôt que de sortir, n'impliquerait pas contradiction. C'est la marque de ma liberté, une liberté dite d'indifférence, mais entendons-nous bien, on ne va pas prendre liberté d'indifférence en rigueur de terme, car en fait, il ne faut pas confondre rejet de la nécessité absolue et absence de détermination. L'indifférence dont on parle, cette indifférence dont on parle dans les écoles, dit Leibniz, elle ne peut pas être absolue, elle ne peut pas être cette, alors c'est là qu'on introduit l'expression importante, cette indifférence d'équilibre, l'indifférence d'équilibre illustrée par l'exemple de l'âne de Buridan. Cette pauvre bête donc qui meurt de faim, faute de s'être décidée pour aller paître, dans l'exemple le plus fréquemment allégué, dans le pré de gauche ou le pré de droite. Ni. C'est la version diététique d'un choix célèbre et récent. Donc, l'indifférence d'équilibre, est-elle souhaitable? Je ne sais pas. Mais pour Leibniz, certes, non. En tout cas, elle n'est même pas possible. La liaison entre une situation donnée et le choix qui en résulte n'est point nécessaire absolument parlant, mais ne laisse pas d'être vrai. Toutes les fois que, dans toutes les circonstances prises ensemble, la balance de la délibération est plus chargée d'un côté que de l'autre, il est certain et infaillible que ce parti l'emportera. Avant de faire une courte pause, quelques mots sur l'âne de Buridan. L'âne de Buridan est le plus célèbre animal de la philosophie, je pense. C'est aussi celui dont le pédigré laisse le plus à désirer. Sur eBay, il ne ferait pas grand-chose. En fait, il n'y a pas d'âne de Buridan chez Buridan.
l'expression et l'exemple, Anne de Buridan, semble, on n'est jamais sûr de rien, hein, mais bon, semble être apparu pour la première fois en 1623 sous la plume de Gabriel Naudet, 1600-1653. Gabriel Naudet, un autre grand bibliothécaire. Leibniz était bibliothécaire de la maison de Hanovre. Naudet est le bibliothécaire de Mazarin. Et on lui doit une partie de la richesse des collections de la bibliothèque mazarine. Donc le bibliothécaire de Mazarin, dans un extraordinaire catalogue d'objets impossibles, mentionne l'âne de Buridan dans un traité contre les Rose-Croix que Bayle, dans son dictionnaire historique, cite à l'article Buridan, que j'ai complété pour ce que Roland Barthes appelait le plaisir du texte, n'est-ce pas, en laissant en italique la partie que cite Bayle et en ajoutant la partie bien précisément qu'il n'a pas citée. Donc Gabriel Naudet, dans Instruction à la France sur la vérité de l'histoire des frères de la Rose-Croix, j'ai conservé la graphie du texte, hein, l'opinion anticipée de ces illuminés frères de la Rose-Croix et de leurs effets prodigieux et miracles que vous fomentez et permettez prendre racine dans le sablon mouvant de vos imaginations, tant s'en faut qu'elles soient plus vraisemblables que les caprices énarrés ci-dessus, c'était les doctrines des philosophes du passé, ou les préceptes des stoïques, fiction des poètes, contes des fabulistes, mensonges des amadis, niaiseries des romans, inepties des narrations lucianiques ou impostures, iactances, superstitions et ignorances des chimistes, astrologues, magiciens et charlatans, qu'au contraire, elle est totalement vaine, fausse et impossible, ne participant autre être que celui de l'abbaye de Thélème dans Rabelais, de la Lésine parmi les Italiens, des voix de Russelin, des universaux d'Orham, de l'âme de Buridan, des anges des Sadducéens, utopie de Morus, secondes intentions, vide, infinité, équinité, monde d'or, chimère et uns rationis des philosophes. Vous voyez ce que peut faire un bibliothécaire qui lit. Un mot quand même sur certaines expressions avant qu'on s'arrête un instant. Peut-être que vous n'êtes pas absolument familier des mensonges des Amadis. Il s'agit en fait des exploits imaginaires des Amadis. Amadis de Gaulle, par exemple, Amadis de Gala, je ne sais pas trop comment ça se prononce, un roman de chevalerie publié en 1508 par Garcia Rodriguez de Montalvo, d'après un original en 3 livres du XIVe siècle, complété par un 4e livre, et qui, de sa main, qui avait été traduit en 1540 par Nicolas Herberet des Essarts. Donc Naudet parle des Amadis parce qu'il y a toute une dynastie d'Amadis, c'est une véritable saga, descendant d'Amadis de Gaulle, il y a le fils Florissando, il y a Amadis de Grèce, il y a Esplandian, etc. Et toute une série de romanciers se sont succédés pour nous raconter les exploits de ce chevalier du Lion, Amadis de Gaulle, qui semble-t-il, il y a beaucoup de semble-t-il dans cette séance, mais je ne suis sûr de rien, mais je crois que c'est lui, enfin, qui par son surnom, introduit le prototype du beau brun, encore appelé beau ténébreux, n'est-ce pas, puisque le chevalier du Lion est dit bel ténébros, donc je pense que, enfin, peut-être que d'autres avaient eu ce surnom avant lui, n'est-ce pas. Bon, la Lésine des Italiens, c'est la fameuse compagnie de la Lésine qui a été inventée par un certain Francesco Maria Vialardi, la famosissima Compagnia della Lesina,
1598, qui avait suscité toute une littérature sur la lésine. Alors la lésine, c'est la manière d'épargner, hein, d'acquérir et de conserver, et la contre-lésine, dont on peut dire qu'avec tous les textes qui s'en sont inspirés, notamment en France, avec les Noces d'Antilésine, comédie extraite des discours de la contre-lésine, bon, enfin, c'est la source de l'avare de Molière, et une des sources de l'avare. Et si vous voulez avoir plus de détails que je n'ai le temps de vous en donner aujourd'hui, vous regardez sur Google, pour une fois, les travaux de l'équipe Molière 21, n'est-ce pas, de la Sorbonne, qui, consacrant sa vie et son énergie à Molière, vous donnera tous les détails sur la famosissima Compagnia della Lesina. Voilà, donc pour ce qui est... mais bon, je crois que ça suffit. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Les impostures, ben, ma foi, je vous laisse en imaginer vous-même quelques-unes pendant la pause. On s'arrête 5 minutes, donc, et on reprend courageusement et joyeusement à -20.